Écoutez bien. D'abord, merci à vous, les amis courageux à rester jusqu'à la fin. C'était une longue journée passionnante. Donc, je pense que ce sera vraiment assez intéressant sur cette dernière partie. Alors, cette dernière partie est vraiment dans la continuation de ce que les professeurs sont expliqués. Et si on n'a pas le temps, je vais arrêter par les alarmes du musée et de sortir. Il faut que vous reteniez une chose, c'est ceci. C'est ce slide. Il faut que vous reteniez ce slide, ça sera gagné. Le point de départ, c'est la naissance de notre petit garçon Aurélien. Donc il naît avec une suspicion et une confirmation d'une atteinte de maladie grave, c'est le syndrome de l'enfant, et une forme relativement agressive, une forme spontanée, de nouveau, rapide. Pardon. C'est juste pour vous, voilà. Donc, on va relancer, bonne chance. Ok, et donc, on arrive ici avec ce point de départ, la naissance d'Aurélien, cette nouvelle qui est catastrophique. Et nous, les filles et juristes, je suis juriste aussi, donc on ne connaît rien du tout à la biologie, on ne connaît rien à la génétique, mais on connaît rien dans un monde marquant. On se dirige vers les associations de patients, l'association belge syndrome d'enfant, on est d'abord passé par l'association française syndrome d'enfant, et c'est aussi qui est extrêmement bien fait. Et puis on a pris contact avec l'équipe du Luxembourg, aussi. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un interlocuteur qui manquait entre le monde des associations de patients et le monde des chercheurs. À partir de ce constat, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la Fondation Sans un génome. On a créé la Fondation Sans un génome avec Olivier et avec ses proches. Ensuite, pour concrétiser l'action de la Fondation Sans un génome, on s'est rendu compte qu'il manquait tout d'abord une biobanque. Et donc on a créé notre propre biobanque. On est une des rares associations de patients en Europe, qui est la seule en Belgique, à disposer de sa propre biobanque. Une fois qu'on a construit notre biobanque, on a construit ce qu'on appelle notre bio-biobanque, c'est-à-dire une biobanque bioinformatique dans le cloud, dans lequel on peut stocker des génomes de patients atteints de maladies rares. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème, un énorme frein dans la recherche, qui est la gestion du consensus. Et la difficulté pour les chercheurs d'accéder aux patients. Et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait dans les règles de l'art, et donc on a créé une application de gestion du consentement. Et donc on a créé ce cercle vertueux qui demande qu'à fonctionner et qui peut grandir et qui peut être transposé dans le contexte d'autres maladies. Voilà. Ça, c'est le message principal que vous pouvez retenir. On va voir un petit peu plus en détail rapidement. Donc, à la naissance d'Aurélien, cette information tout à fait ce choc qui va servir en termes de moteur d'interaction. On ne va pas parler de tout syndrome d'enfant, vous le connaissez très bien, mais nous, on le découvre, et on découvre ce qu'on va parler tout à l'heure. C'est des zones très particulières, c'est une zone 24 à 32, ça s'appelle la zone des néonataux, et on tombe sur une statistique de vie qui est très très faible. On parle d'un diagnostic pour ces cas spécifiques de l'enfant de 16 mois. Et on revient à 11 mois quand on fait ça, c'est vraiment un choc. Parce que le time, c'est l'énergie première qui vient de se développer. Alors là, on se retourne vers l'équipe de génétique qui suit Aurélien des naissances, on en parle de ce que c'est, de quoi il s'agit, et on a le professeur Guillaume Smith qui très patiemment prend du temps pour nous expliquer la génétique, la génétique et ce qui se passe avec Aurélien. Et en même temps, il nous explique qu'on est au milieu d'une révolution technologique. La révolution technologique, on voit ça par un instant. C'est une révolution qui est portée par l'apparition des séquenceurs de nouvelle génération. Traditionnellement, la plupart des gens qui sont dans cette pièce, le diagnostic d'enfant était posé avec l'analyse d'un seul gène, ou d'un panel de gènes. Okay. Aujourd'hui, on a des outils qui sont capables de séquencer l'entièreté de la partie codante du génome, qu'on appelle l'exome. Et ces mêmes outils sont capables d'aller encore plus loin et de séquencer l'entièreté du génome, des 20 000 ou 20 000 gènes qui composent l'entièreté de notre génome. C'est ce qu'on appelle des rôles génomiques. Donc on est capable de produire ces data. Ces data, elles ont une force qui est assez particulière, c'est qu'elles nous aident dans un contexte de diagnostic et qu'ensuite elles nous aident dans un contexte de recherche. Pourquoi? Parce que chaque génome séquencé, corrélé avec des données génétiques et partagé avec notre génome, fait partie d'une forme de pierre de Rosette
qui nous permet de décrypter et de comprendre l'interaction entre les jeunes et la façon dont ils peuvent interagir sur notre politique. Ça revient à la question qu'on a tout à l'heure. Alors, très tôt, on découvre un article qui est assez interpellant, qui est un article qui s'appelle le Resilience Project. Dans ce Resilience Project, on a une équipe qui a eu accès à 600 000 génomes collectés dans un contexte particulier et il décide de réanalyser ces génomes. Et en réanalysant ces génomes, il tombe sur le cas de 13 individus qui abordent des mutations, et on dit correctement, des variants pathogéniques qui sont à l'origine, qui doivent déclencher une maladie rare, mortelle, qui se déclenche durant l'enfance. Et ces gens sont visiblement adultes, ont atteint l'âge adulte, sans être impactés par les effets délétères de ces mutations pathogéniques. Alors là, on découvre cet article-là, on dit qu'est-ce que c'est, et on retourne vers la biosuite, et là, il nous fait ce cours sur l'action dépistatique ou hypostatique d'autres jeunes. C'est dont on est en train de parler. Le fait qu'ailleurs dans le génome, il se peut, et ce n'est pas spécifique à l'enfant, mais dans d'autres maladies aussi, on peut avoir l'action délétère d'un gène qui peut être contrecarrée par une action protective d'un autre gène qu'on appelle un gène modificateur. Alors, avec ces découvertes, on appelle les activistes, pas des chercheurs, et là, on dit enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là par rapport à l'ADN, puis par rapport à l'ADN. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recherche? Alors, oui, ils ont fait, mais c'est pas encore fini. Alors, je suis parti d'une base de données dont on va parler aujourd'hui, qui est la base de données UDD, qui a été financée par l'Association française des syndromes d'enfants, qui collecte les 3000 variants pathogéniques connus à ce jour, comme étant à l'origine du syndrome d'enfant. Et ensuite, j'ai comparé ces 3000 variants avec les variants qui apparaissent dans la base de données contrôle GNOMAD, dans lequel on retrouve le génome de 180 000 individus. Okay. Et assez rapidement, j'ai trouvé des points d'intersection. J'ai pu tomber sur une intersection de 122 personnes. Donc d'un côté 3000, de l'autre côté 180 000, et je me retrouve à trouver 122 personnes qui se trouvent à la charnière entre les deux. Alors là, je me retourne vers le site, et oui, mais non, c'est des erreurs, machin, truc. Il dit, regarde, tout de même, moi, je suis une particulière, les élections 24 à 32. Là, on sait, tu l'as entendu, espérance de vie très courte, immanquable. Et là, on en retrouve 24. Et là, Guillaume dit, nous, c'est pas une chose spécifique sur le enfant, mais là, c'est tout de même intéressant. On a tout de même une piste qui nous ferait penser qu'il pourrait y avoir un modificateur. En même temps, on a une publication de quelqu'un qui s'appelle Olivier, qui l'a parlé tout à l'heure, sur le site de la Fondation américaine du syndrome d'enfant. Et sur ce site, il explique qu'il a l'intuition qu'il doit y avoir des modificateurs à l'œuvre dans le cas du syndrome d'enfant, et qu'on devrait, si on était capable d'utiliser le séquençage, on devrait être capable d'identifier quels sont ces variants naturels présents dans certaines familles et d'être capable de les reproduire par voie médicamenteuse. Alors ça, pour Olivier et moi, c'est le déclenchement de notre action. Et on va, à partir de ce moment-là, on va décider de mettre en place la Fondation Sans Angelo et de réunir autour de nous les plus grands spécialistes du syndrome de l'enfant. On a eu la chance de les avoir dans un board scientifique de la Fondation Sans Angelo. Et avant ça, on avait écrit un white paper, un livre blanc, pour expliquer notre démarche. Et on a dès le présenter à la suite de la Terre, à Marc l'initiative aussi, et ils sont acceptés de nous rejoindre dans ce projet. Et donc, c'est comme ça qu'est né la Libre Service, le projet James, pas un peu depuis maintenant, mais retenez qu'effectivement, on a identifié une cohorte de 260 patients, participants potentiels, qui sont porteurs de ces mutations spécifiques. On les retrouve un petit peu partout dans le monde. Alors, on a décidé de mettre en place une solution pour concrétiser cette recherche. Pas simplement dire théoriquement, ça serait intéressant de le faire. Maintenant, on veut le faire, on veut que ça existe. Et pour le faire, donc, on a créé une biobanque dans laquelle on collecte des échantillons biologiques dont on extrait l'ADN. Et quand je dis on, bien c'est Angélica qui est là, qui s'occupe de ça. Donc, c'est Angélica qui extrait l'ADN. Cet ADN est conservé et conservé à long terme dans la biobanque de la Fondation Sans Angelo. Pourquoi est-ce qu'on conserve cet ADN à long terme? L'idée est de pouvoir le réutiliser pour le reséquencer au cas où la technologie évolue. C'est vraiment cette idée-là. Et de l'autre côté, on a un des alicots. Quand
on sépare, quand on sépare, quand on extrait l'ADN, on le répartit dans 5 hélicos, et un de ces hélicos est envoyé vers notre partenaire qui s'occupe de traduire la donnée biologique en une donnée bioinformatique. Donc on traduit votre ADN en son équivalent informatique, en data. Okay, et c'est cette data, c'est cette donnée qui est conservée sur le cloud de la formation sans génome. Okay. Alors ici, cette biobanque, ça n'a pas été simple, c'est un exercice intéressant. Grâce à lui, on a mené à terme. Et donc on a obtenu l'accord du comité d'éthique d'Erasme, préalable à l'ouverture, et ensuite l'autorisation de l'agence belge de médicaments, la FNPS, qui nous a délivré son autorisation de mise en place de notre biobanque. Donc c'est déjà en soi un achievement dont nous sommes très fiers. Ensuite, nous avons développé ce système de cloud génomique. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'une solution cloud? Cette data dont on a parlé tout à l'heure, cette transformation de l'information biologique en information informatique, bioinformatique, un génome complet, ça correspond à 300 GB de données. Okay, donc vous imaginez le volume que ça représente. Et vous avez compris que ces 300 GB de données, c'est 300 GB assez léger, donc c'est très 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 compliqué d'extraire quelque chose qu'un être humain peut comprendre. Et donc on a compris très rapidement que pour héberger un tel volume de données de manière sécurisée, il fallait pouvoir le déployer. Et donc on a décidé de partir dans une solution cloud. Et on a développé une solution cloud dans l'univers d'Azure, qui d'un point de vue régulatoire, d'un point de vue respect des règles en vigueur en Europe, est la structure la plus stable et la plus sécurisée. On peut partir de ce niveau-là. Et on a été contacté quelqu'un qui est là-bas, qui s'appelle Jonathan Valdorora, qui a écrit un livre qui s'appelait Genomic in the Cloud. Et c'est dans ce livre qu'il explique pourquoi, quel est l'intérêt de déployer la recherche génomique dans le cloud. Et il a écrit ça en 2016, et voilà, on a trouvé telle règle. Alors, Géraldine, elle est belge, elle a grandi à l'OUE, elle a notre âge, et aujourd'hui, elle travaille au MIT. Travaille pour le Broad Institute, donc c'est quelque chose qui a été créé en commun par le MIT, par Harvard, et donc elle nous aide toutes les 2 semaines, on fait le point sur le déploiement de notre cloud et nous dirige dans l'architecture cloud. Notre cloud, il existe, et il est opérationnel. Depuis cet été, on est les premiers à avoir mis en place une interface de connexion entre un des prestataires principaux de séquençage dans le monde, qui est Microgen, et l'infrastructure Azure. Et une fois que ce pipeline été mis en place, on a réussi à faire passer 47 génomes. Donc on a nos 47 premiers génomes de patients marfands qui abordent tous la même mutation causale, qui sont disponibles sur notre cloud pour lancer des recherches informatiques à ce jour. Et dans le cadre de la campagne de test de la James App, on a déjà collecté 12 échantillons d'ADN supplémentaires. Prochainement, on atteindra les 60. Vous vous souvenez qu'à l'origine, on a créé la formation sans génome pour recueillir 101 génomes, on a passé la moitié du chemin. On est plus fiers. De l'autre côté, on a 2 groupes de recherche qui nous ont confié 111 exos. Vous vous souvenez des exos, c'est juste la partie codante de l'ADN. Donc, c'est simple du génome, et donc c'est simplement 3% de l'ensemble du génome. Et on a aussi collecté 300 panels d'individus, dont quelques-uns ont été séquencés. Voilà, ici on a le DeepLink qui prépare le génomique. Donc j'aime bien ce dessin parce que ça nous dit quoi? C'est une initiative presque familiale, en tout cas qui naît avec la naissance d'un enfant. C'est une initiative qui est bottom-up, quelque chose qui part de quelque chose de petit et qui grandit. Et on voit arriver partout dans le monde, et en tout cas en Europe, de grands projets européens, de grands projets nationaux belges. On nous a demandé de nous impliquer dans ces projets-là, et de par le fait qu'on a maintenant, je peux vous dire que ça avance très lentement. Et le jour où ça, peut-être que ça fera avec une grande accélération, mais le jour où ces grandes accélérations arriveront, le syndrome de Marfan ne sera pas en tête de liste. On travaillera d'abord sur les cancers, sur une série de choses, et on pense bien que le syndrome de Marfan, ça n'arrivera pas si on ne fait rien. Donc je pense que c'est intéressant cette idée de revenir à la base et de construire. C'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on a besoin de vous. Puisque cette idée, c'est de construire cette application. Alors pourquoi on a eu cette idée-là?
Aurélien, donc, il a cette spécificité, cette maladie, cette forme particulière de syndrome d'enfant, et donc on a rapidement demandé à l'enrôler dans des études, notamment des études au Texas. Et on nous donne un papier, on nous fait signer un papier, on signe sur un coin, on est là en train de faire un rendez-vous médical, on remet Aurélien dans cette poussette, on est dans la voiture, on a perdu le papier, je dis, le papier, donc c'est fini. Donc on a signé un truc, et on se dit, qu'est-ce que c'est, on ne s'en pas de retour du tout. Et après, maintenant, on se met du point de vue des chercheurs. Marc l'a expliqué tout à l'heure, on passe un temps fou à essayer de convaincre les différents comités d'éthique d'accepter le projet James, et on voit à quel point c'est compliqué d'arriver jusqu'à ce document qu'on nous a mis, qu'on a perdu. C'est vraiment pas du tout une solution optimale. Et de l'autre côté, quand on en parle avec Guillaume nous dit, moi en tant que chercheur de médecin dans un hôpital qui doit relayer une recherche qui est faite ailleurs, je dois prendre la responsabilité de dire que la personne qui est en face de moi comprend l'étude à laquelle je lui demande de rejoindre. Et dans 90%, et il n'est pas de 90, il est dit dans 40% des cas, les gens me disent « oui, c'est bon, je rejoins », et puis mais non. Alors, on a un processus qui est mauvais du point de vue du patient, qui est mauvais du point de vue du chercheur, et qui est mauvais du point de vue de l'hôpital qui est censé être l'endroit où on doit récolter. C'est la raison pour laquelle on a développé cette solution-là. Alors, elle est fonctionnelle, elle est là, vous pouvez scanner le QR code qui est ici, vous pouvez y arriver. Elle est hostée sur Azure, elle fonctionne avec DocuSign, et on est la première non-profit en Belgique à pouvoir fonctionner avec Ximi. C'est un challenge aussi. Et donc, on fonctionne avec Ximi. Donc, si vous le faites maintenant, moi, je peux en arrière, si vous prenez votre téléphone portable et vous scannez le QR code, vous pouvez commencer à vous inscrire en direct avec Ximi. Et pour les Belges, ça fonctionne très bien. Donc l'idée, c'est comme Marc l'a dit, l'application est déjà disponible en français, en anglais, en néerlandais, en allemand, en espagnol. On peut la faire, on peut l'utiliser dans 4 grandes cas de figure. On l'a fait pour soi-même, on l'a fait pour son enfant moins de 12 ans, plus de 12 ans, ou on l'a fait en tant que représentant d'un adulte en situation d'incapacité. Alors, la première phase du consentement, c'est de bien regarder la vidéo que vous venez de voir tout à l'heure de l'autre, et ensuite de bien prendre connaissance des documents d'information de consentement, et ensuite de bien prendre connaissance de la police de vie privée, de la formation sans génie, parce que c'est essentiel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver à ce qui est au cœur de notre projet, c'est-à-dire c'est un test de vérification de votre connaissance. Et vous ne pourrez rentrer dans l'étude que si vous êtes capable de répondre correctement à 5 questions à choix multiples, dont 3 propositions de réponse, une grossièrement fausse, une parfaitement correcte et une intermédiaire. Alors on a dit oui mais non, c'est sélectif, vous allez uniquement avoir des gens qui ont les capacités intellectuelles de le faire. Pas du tout. Le système qu'on a mis en place, c'est un système pédagogique, c'est-à-dire que vous pouvez recommencer, rater, et chaque fois que vous ratez, le système vous explique non, vous pensez que c'est ça, mais ce n'est pas ça, la réponse est ici. Et vous pouvez le recommencer un nombre de fois indéterminé. Pourquoi? Parce qu'on a fait un set de 20 questions qui se présentent de manière aléatoire, dans un ordre aléatoire. Et donc on peut espérer, on doit savoir qu'une fois que le processus est passé, les patients qui ont franchi cette étape ont une connaissance suffisante pour rejoindre l'étude. À ce moment-là, si les gens ne sont pas encore convaincus, ils peuvent prendre un rendez-vous de 15 minutes en ligne via Teams avec l'autre qui est parti, ou bien avec maître Thomas Dubuisson du cabinet CMS qui est un spécialiste de questions de data protection et qui peut pendant 15 minutes chrono montre en main parce que c'est un petit payant, répondre à vos questions. Une fois que ce passage est fait, que vous êtes décidément convaincu, c'est le moment où vous pouvez commencer à consentir à rejoindre James et vous avez les différents points que vous pouvez choisir d'accepter ou de ne pas accepter. Ensuite, vous passez à la phase de signature. Pour les Belges, c'est super. Si vous êtes avec Ximi, il n'y a rien à faire. Toutes les données sont collectées et on appelle ça techniquement populé. Elle popule le formulaire, donc vous n'avez rien à remplir. Pour les autres, vous passez un petit peu de temps à s'en remplir, enfin c'est assez classique. Et une fois que ce formulaire est passé, vous avez un système de sécurisation de signature de votre consentement. Okay. Alors, toutes les médecins me disent oui, mais attention, est-ce que c'est vraiment si sûr que ça, DocuSign, machin. Ok, DocuSign, on l'utilise pour acheter des maisons, on l'utilise pour vendre des multinationales. Si c'est valable pour acheter des maisons ou vendre des multinationales, on peut l'utiliser pour un document de consentement. Okay. Alors, cette plateforme DocuSign, elle est vraiment très bien, et on a
à ce moment-ci, on a une nouvelle identification, c'est celle où on doit être certain de votre identité. Et DocuSign propose un système de vérification d'identité qui est valable en Belgique avec Etsy, évidemment, et qui est valable en France avec France Connect. Enfin, dans tous les différents pays du monde, DocuSign propose des solutions d'identification légales. Une fois que c'est fait, on va se retrouver face au formulaire qu'on va demander de compléter et de signer électroniquement. Une fois que votre document est signé, vous êtes invité à indiquer le lieu où vous allez recevoir la boîte, cette fameuse boîte que vous avez peut-être vue tout à l'heure, qui contient un kit de prélèvement salivaire. Okay, et donc vous indiquez si vous voulez recevoir à domicile un point d'enlèvement ou un distributeur de glue. Une fois que vous la... voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Eh bien, dans cette boîte, il y a ceci. Il y a ceci. Il y a un kit d'extraction salivaire. Alors, vous voyez sur cette photo que tout le monde est très content. Vous avez Florent, Emma, Thibaut et Dylan. Parce que cette pièce, on l'a entendue super longtemps. Parce qu'en raison du Covid, il y avait un manque de réactifs. Et donc, on n'était pas sur la liste prioritaire des producteurs. Et donc, il a fallu des années pour le recevoir. Et au milieu, vous avez l'étiquette d'impression qui imprime les envois et les retours du kit. Donc, l'idée, c'est vraiment ceci. Le participant complète son profil via le site, l'application, accepte, reçoit le kit par la poste, reçoit le kit par la poste et le renvoie. Ça arrive à Angelica, et là, Angelica le reçoit, elle dit ça j'ai bien reçu. Elle s'occupe de faire l'extraction, une partie par la banque et une partie par au séquençage. À ce jour, on a 12 personnes qui ont testé le système. On l'a testé en Slovaquie, au Luxembourg, en France, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suède, et donc ça fonctionne parfaitement, tout est revenu, tout est parti, tout a été reçu, tout est parti. Donc on est prêt à partir d'une dimension, on est prêt à lancer. Alors ici, on a la confirmation que le consentement a été réceptionné, on a la confirmation que les adresses ont bien été données, et c'est à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là que le participant marchand renseigne la mutation causale FP1 qu'il connaît. Et on a de nouveau 4 scénarios. Soit le participant est porteur de la mutation d'investigation, de la mutation d'indication principale, et donc il fait partie d'un corps d'études. Soit le participant est porteur d'une autre mutation. On a intérêt qu'il y a 2 mutations, pardon, mais il y a 2 mutations qui sont visées. Soit le participant est porteur d'une autre mutation, et dans ce cas-là, il y a la possibilité de la renseigner via un questionnaire spécifique. Soit il n'est pas à l'origine de ça, il n'a pas de souvenir, il ne connaît pas la mutation de l'origine de son diagnostic, soit parce qu'il a perdu, soit parce qu'il n'en a pas. Les patients qui appartiennent aux 2 catégories du dessus sont versés dans la cohorte d'investigation. Les patients qui sont dans cette catégorie-ci sont plutôt dans une cohorte de contrôle qui pourrait être utilisée quand on arrivera, si on arrive à identifier quelque chose dans cet espace-ci. Donc, pour participer à l'étude GEMS dans la partie recherche, il faut le porteur de cette mutation. Pour participer dans la partie contrôle, on peut le porteur d'une autre mutation FP1 confirmée. OK? Alors, une fois que c'est fait, vous avez une invitation à faire un don à la Fondation Roi-Baudouin, qui est le véhicule par lequel fonctionne la Fondation San Angelo. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire. Le don se fait via l'interface de la Fondation Roi-Baudouin et point. Et à ce moment-là, le processus est complet, vous avez rejoint la cohorte et vous êtes inclus dans l'étude GEMS. Mais souvent, ça s'arrête là. Les recherches s'arrêtent là. Et on est toujours dans le point, c'est un peu plus élaboré, on est toujours dans le point, on dit, bon là, où sont les données, où est mon consentement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la raison pour laquelle on a mis en place un outil de gestion de profil. Dans cet outil de gestion de profil, vous retrouvez toutes les informations que vous avez participé, que vous avez partagées avec l'équipe de recherche. Vous retrouvez les informations du médecin référent que vous avez communiqué, parce qu'on ne peut pas rejoindre cette étude sans avoir communiqué les coordonnées d'un médecin référent. Vous retrouvez la version la plus récente du consentement que vous avez signé. Vous pouvez choisir de dire, en fait, j'ai changé d'avis, je ne veux pas participer, je ne veux plus participer à cette étude. Vous pouvez retirer votre consentement et vous pouvez être invité à rejoindre
d'autres études pour lesquelles vous pourriez être éligible. Okay, c'est ce que vous retrouvez à cet endroit-ci. Ensuite, vous avez un endroit où vous retrouvez tous les groupes de recherche qui ont été autorisés à accéder aux données hébergées sur le club de la Fondation Sans Génome. Okay, et ensuite, vous retrouvez toutes les publications scientifiques qui ont résulté d'un accès. Là, c'est un point plus technique, mais c'est pour les personnes qui participent au test, on leur demande d'enregistrer le kit et le jour où ils l'ont utilisé. Et enfin, avec maître du buisson, c'est pas le temps, ici, on a l'espace spécifique au GDPR où tous les droits que le GDPR confère aux participants sont rappelés et on peut en un seul point, un seul endroit, récupérer l'ensemble des données qui ont été partagées. Okay. Déjà, en soi, c'est quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la recherche, mais on a décidé d'avoir un espace plus loin. Et donc, on a créé un espace qu'on appelle les Phénobox. Et c'est un espace dans lequel vous pouvez partager certaines informations relatives à votre santé et vous pouvez directement les alimenter. Et donc, on a compris que d'un côté, on a le génome, de l'autre côté, il faut des informations phénotypiques pour pouvoir les croiser. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément, dans le groupe de recherche, du travail qui est fait pour faire la curation de données, pour faire de l'encodage de données. Quand vous faites une donation pour un projet de recherche en particulier, vous vous trouvez souvent en réalité avec une secrétaire qui va recopier votre dossier médical. C'est pas optimum. Et si on se rend compte aussi, c'est qu'une série de patients, en fait, c'est des vrais spécialistes de leur pathologie. Ils connaissent leur histoire par cœur. Oui, non. Voilà. Donc on s'est rendu compte en parlant avec les gens qu'il y avait toute cette chose-là. Alors, on ne dit pas, on va en langage data, on va appeler ça des données grises. C'est-à-dire que c'est des données qui, comme elles ont été encodées par le patient humain, elles sont sujettes à caution, okay, mais c'est mieux que rien. Alors, l'autre, vous l'avez peut-être croisé tout à l'heure, c'était ici souriante, avec son poster qui était là tout à l'heure aussi. Il a été présenté durant les journées à Paris. Et l'autre, c'est la fin dernière, hein, elle a écrit un très chouette article qui est ici. Je vous invite à scanner le QR code et à le lire à votre aise parce que l'autre contextualise très très bien l'objectif de la recherche James et ce pourquoi est-ce qu'on le fait et comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cet article-là. Il est disponible aussi sur le site de la Fondation Sans Génome. Vous pouvez scanner. Ensuite, c'est un dessin qu'on est aussi assez sympa. Donc c'est quelqu'un qui se dit bon voilà, qui comprend que le génome, c'est quelque chose qui est individuel, mais qui en même temps qui est commun à 99% avec le reste de l'humanité, et que le fait de partager ce génome avec d'autres permet en fait de dresser cette carte qui nous permet de comprendre les interactions sur le génome, de créer cette pierre de Rosette. Alors ici, je dois vous parler de ceci, parce que c'est un vrai achievement pour nous aussi. C'est le projet Genome for Brussels. Donc vous avez compris que tout ce qu'on a fait grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à la philanthropie, mais vous vous rendez bien compte que c'est un projet d'envergure. Et donc on a fait appel à un financement régional de la région de Noviris, et on a obtenu un subside d'1,2 million. Alors on dit, waouh, c'est formidable, c'est génial. Oui, mais ça passe vite, et il faut payer les gens, et donc ça va vraiment très vite. Mais grâce à ce subside d'1,2 million, on a payé le groupe de machine learning ULB, donc un groupe qui travaille uniquement sur l'intelligence artificielle et le développement d'outils algorithmiques, sur le groupe Ivy Square, donc un groupe de bioinformatique biologique, et sur la mise en place de notre Genomic Cloud. Sans ceci, on n'aurait pas réussi à mettre en place notre Genomic Cloud. Alors le point de départ de cette idée, c'était d'optimiser un outil qui a été créé par le professeur Guillaume Smith et son équipe. Donc l'idée, c'était vraiment d'aider au sein des FBN1 à être capable d'identifier quelles sont les mutations qui sont vraiment des variants pathogéniques. Parce que, comme Marc le disait tout à l'heure, en réalité, on est tous porteurs de 3 millions de mutations qui nous sont propres, dont certains qui nous sont vraiment tellement propres que même nos parents ne les ont pas. Et la plupart du temps, ces mutations, elles ont un impact neutre sur le message produit par le génome, sur la production de la protéine que le génome code. Parfois, par contre, l'effet est tout à fait délétère, et parfois, on est face à ce qu'on appelle des FUS, on n'a aucune idée de l'impact d'une mutation sur la production de la protéine associée au génome.
Et donc l'idée, c'était de créer un outil qui aide d'abord les personnes qui font du diagnostic à identifier, à mieux classifier la pathogénicité des variants. Ok, ça c'était une des premières dimensions. Mais, comme vous l'avez compris aujourd'hui, aujourd'hui, on a très longtemps pensé que le syndrome de l'enfant était purement monogénique, c'est-à-dire qu'il était créé par l'application d'un seul gène. Aujourd'hui, on vous parle de modificateurs, parce que tiens, il pourrait y avoir d'autres gènes à l'œuvre qui pourraient expliquer les interactions au sein du développement de la maladie. Et comme pour toute une série d'autres maladies, ceci n'est pas spécifique à l'enfant, pour toute une série d'autres maladies, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des dimensions oligogéniques et polygéniques, c'est-à-dire qu'il y a des interactions d'autres gènes dans le développement de la maladie. Et c'est là où intervient Ivy Square. Ivy Square a mis au point des outils de bioinformatique pour créer des associations au sein du génome et identifier ces corrélations entre les corrélations qui permettent d'identifier les réseaux de gènes impliqués dans la création, dans le développement de maladies oligogéniques. Et l'idée, c'est qu'ils transforment leurs outils existants. Pour le moment, on les utilise dans des phases diagnostiques pour identifier les gènes impliqués. Et ici, l'idée, dans Génophore7, est de partir de l'outil de confirmation sur le gène LP1 et de l'utiliser comme une forme de filet lancé dans le génome pour identifier les différents gènes qui pourraient interagir avec le déclenchement de la maladie. Alors ici, c'est très très vite là-dessus, c'est un slide que j'ai fait avec Marie Hugon de l'association d'enfants, qui est très impliquée, qui passe pas mal de temps à éplucher la littérature. Elle m'envoie des articles pratiquement tous les 3 jours, donc elle passe énormément de temps là-dessus. Et moi je dis, mais attends, mais est-ce qu'on pourrait construire une table où on fait la liste de tous ces jeunes modificateurs candidats qui ont été publiés dans la littérature. Alors ce que je trouve très intéressant dans ceci, c'est ceci. On a fait notre observation en 2016. On a avancé avec la création de la Fondation Saint-Génome en 2017 et on a fait la première réunion de la communauté scientifique en 2018. Et vous voyez qu'il y a la première publication où on indique un modificateur de publication scientifique, elle date de 2017. Ensuite, il y a un grand gap, et ce n'est qu'en 2021 qu'on a 3 études scientifiques qui proposent 3 autres modificateurs. Et c'est l'année-ci, 2022, l'explosion, on a 10 modificateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'intuition qu'on a eue au début, qui a été confirmée par les chercheurs, on voit qu'aujourd'hui, la science s'intéresse de plus en plus à ces modificateurs et ils les cherche. Le point est que quand on regarde ceci, la plupart du temps, je ne sais pas pourquoi le pointeur ne fonctionne plus, on voit que les recherches sont faites dans des modèles murins, c'est-à-dire dans des souris. Et c'est quand même pas idéal dans la transposition de l'humain vers l'humain, c'est ce que Julie a expliqué bien tout à l'heure. Ensuite, on voit qu'une autre approche, c'est des IPC, donc c'est des reprogrammations, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'autre dans la vidéo. Mais il n'y en a aucun qui vous propose de travailler avec des génomes biologiques, bioinformatiques, avec la traduction bioinformatique du génome. Et donc, ce qu'on fait avec la Fondation Saint-Génome, pour que ce soit super clair pour tout le monde, c'est qu'on vient ajouter la dimension data aux 2 autres approches traditionnelles de la recherche pour identifier les modificateurs. On ne remplace pas, on ajoute. On vient avec quelque chose en plus pour les aider à confirmer ou à infirmer. Aujourd'hui, avec nos 47 génomes sur notre cloud, on peut lancer des queries et se dire, tiens, est-ce que le gène IL11, il a vraiment un impact? Est-ce que je peux vraiment le voir de façon bioinformatique? On peut tester ces différentes hypothèses. Voilà, là je m'emballe un peu, mais je suis très content de cet élément. Alors, en conclusion, retenez ceci. On a le point de départ, la naissance d'Aurélien. On a l'accueil des associations de patients, qui est essentiel. Ensuite, on a cette prise de conscience, il faut faire quelque chose, on peut avancer. Ensuite, le monde juridique s'en mêle et on crée la biobanque. C'était un challenge juridique, mais en même temps technique. Ensuite, on passe à cette création de l'univers de la biobanque bioinformatique, de ce cloud informatique, où on doit mettre en commun des expertises tout à fait multiples de personnes qui ne se parlent jamais, donc un univers en soi. La découverte de cet énorme gap dans l'univers du consentement et la mise en place de l'application James App. Voilà. Donc, retenez ceci. La Fondation Saint-Génome est une petite étincelle. Ça commence tout petit, quelque chose de petit, mais on peut grandir.
C'est un projet qui est mené tout d'abord sur le syndrome de Marfan. Une fois qu'on est là, on peut passer vers d'autres maladies. Aujourd'hui, on a plusieurs associations de patients d'autres maladies qui viennent nous voir en disant « Ah, c'est formidable ce que vous avez fait, si seulement ça existait chez vous aussi, si seulement vous pouvez commencer à travailler sur la réplication de votre cycle. » On a deux. Mais voilà, donc on peut avancer là-dessus. Et l'idée, de nouveau, c'est d'identifier ou d'aider les chercheurs, soit à infirmer une hypothèse, soit à confirmer une hypothèse, pour être capable d'identifier ces fameux gènes modificateurs et d'être capable d'en répliquer l'action protectrice, parfois médicamenteuse. Alors j'ai fini, je termine sur ceci. Si vous êtes porteur d'une mutation FPI1, n'hésitez pas à tester dès à présent l'application dès maintenant. Et voilà, et vous dites ce que vous en pensez, on pourra passer là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si c'est des questions, mais alors, si je comprends bien, une quinzaine de gènes modificateurs ont été découverts. Combien chez l'humain, chez les souris, c'est ça, ou dans des expériences de laboratoire? Exactement, c'est des candidats en fait, c'est des jeunes candidats, et pratiquement chez les souris, sauf, et ça c'est la présentation que Bart a fait tout à l'heure, c'est celle sur le MAP3K4, où là on se retrouve avec une mutation dans une famille. Donc effectivement, encore une question. Les 3 millions de mutations qu'on détecte chez chaque individu, bon, elles ne sont pas. On connaît la proportion de ceux qui sont pathogènes maintenant. Parce qu'on a quand même considéré qu'il y a des mutations dans les gènes humains, ne fût-ce que pour considérer l'évolution du genre d'une famille, de la race humaine en général. C'est plutôt une question pour Bart, mais c'est vraiment cette idée-là, effectivement, que l'évolution avance à coup de petites mutations, et que ce système, parfois, il a des couacs, voilà, et c'est des choses qui sont très complexes, et parfois, il fonctionne vraiment très bien. Donc, voilà. Je ne reste pas trop longtemps. Merci à tous de changer. Merci pour tout ça.